Bonjour David Guyon, maître David Guyon, avocat. Je suis ravi de vous recevoir à nouveau sur la chaîne. On avait fait un entretien qui vous avait beaucoup plu à tous il y a quelques temps maintenant. Et de nouveau, je vous reçois sur cette chaîne parce que l'actualité des libertés est extrêmement chargée. Je vous présente en un mot, vous êtes avocat à Montpellier, vous êtes un des avocats de l'Association de défense des libertés fondamentales et vous êtes connu pour être effectivement un très grand défenseur de nos libertés. Et vous étiez d'ailleurs intervenant dans la table ronde sur les libertés lors de nos assises de la souveraineté à Arras en septembre. Et je vous en remercie encore. La vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube Les Patriotes. Comment allez-vous, David? Bonjour Florian, bonjour à tous. Merci encore de m'avoir invité également à Arras. C'était un plaisir pour moi d'intervenir sur la question des libertés fondamentales, sujet qui me tient énormément à cœur et qui aujourd'hui est la raison d'être pour moi d'être avocat, c'est de défendre les libertés fondamentales. Donc je suis très heureux de défendre les libertés fondamentales, mais je suis très malheureux de voir dans quel état notre pays se retrouve, parce que justement, plus un État est faible, plus il sent sa fin proche et plus nos libertés se restreignent. C'est vrai. Et d'ailleurs, je rebondis tout de suite sur ce que vous dites qui me semble très juste. Euh, on a en ce moment une litanie d'annonces qui vont être très dures, d'austérité, 62 milliards d'euros d'austérité, un tiers de hausse d'impôts et de taxes, deux tiers de baisse de dépenses, on ne sait pas encore très bien où. Et ça va être, c'est inédit dans l'histoire de France moderne, à la demande d'ailleurs de Bruxelles, ça va être très brutal si c'est appliqué. Et on peut se dire qu'il y a beaucoup de Français qui vont être touchés, et donc qui pourraient être en ébullition, en colère, qui pourraient aller dans des mouvements sociaux, des mouvements de résistance, des mouvements populaires, peut-être des gilets jaunes, nouvelle génération, on ne sait pas. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas, dans ce contexte, craindre un nouveau resserrage de vis sur nos libertés et également notre liberté d'expression, puisqu'ils vont se rendre compte et anticiper que le peuple français risque d'être un peu énervé par ce qu'ils vont lui infliger. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va avoir un automne et un hiver rudes pour nos libertés et la liberté d'expression, Alors vous David? avez dit un chiffre intéressant, 60 milliards d'austérités qui vont être appliquées. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que ça sera applicable? Parce que pour nous, c'est pas l'abondance. Je pense que tous ceux qui nous regardent, on ne vivait pas dans l'abondance, ce qui ne semble pas être le cas naturellement de nos élites. Donc je vois difficilement comment on va appliquer la limitation de nos dépenses. Par contre, je vois effectivement la question de l'augmentation des impôts. Et vous l'avez très bien souligné, oui, c'est le terreau fertile des mouvements populaires. Est-ce que ce sera suffisant? On a aujourd'hui quand même un appareil d'État qui est redoutable. Mhm. Et on peut même dire machiavélique, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout, mais vraiment à tout, y compris à restreindre toutes nos libertés pour se maintenir coûte que coûte, quel qu'en Mhm. soit le prix, au pouvoir. Et les annonces de Bruno Retailleau laissent présumer que l'État ne lésinera pas sur les moyens afin d'arriver à ses fins, c'est-à-dire mater les mouvements populaires et utiliser le droit comme un outil d'oppression de tous ceux qui vont souffrir de ces restrictions à venir. Vous faites notamment référence à ce qu'a dit effectivement le nouveau ministre de l'Intérieur Retailleau récemment devant la commission des lois à l'Assemblée. Il appelait à déplacer, je cite, le curseur dans l'état de droit comme nous l'avons fait au moment du Covid. C'est un double enseignement dans cette phrase. Un, c'est un aveu sur le foulage au pied de l'état de droit pendant le Covid, alors qu'il nous a toujours dit l'inverse. On nous a dit que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel avait bien préservé la légalité, la Constitution et nos libertés, et malgré l'évidence. Et Bien deux, sûr. ça annonce effectivement possiblement des choses sur, on sait que l'État vient de recommander, par exemple, beaucoup de gaz lacrymo, etc. Il y a eu des commandes récentes là, cet été. Ça annonce peut-être des choses. Euh, vous pensez vous dites qu'ils sont prêts à tout, ils sont machiavéliques, j'ai noté. Vous pensez qu'ils iront vers un matage des réseaux sociaux ou une interdiction? Parce que ce qu'ils ont beaucoup déployé ces dernières années, il y a eu le phénomène du gilet jaune où ils tapaient, pour donner l'exemple, puis ensuite ils sont passés à une étape suivante. C'est-à-dire que c'est de plus en plus compliqué de manifester en France. Et nous, on en sait quelque chose. Très souvent maintenant, soit ils interdisent, soit ils nous changent au dernier moment exprès nos lieux pour qu'on puisse plus. À 24 heures, on a du mal à informer les gens, donc on perd en mobilisation. Soit ils restreignent la liberté d'expression. Et on a vu l'été catastrophique sur les réseaux sociaux avec toutes les attaques, l'arrestation du PDG de Telegram, etc. Qu'est-ce que vous pensez? Où est-ce qu'ils vont mettre le curseur? Plutôt
la répression ou plutôt de l'interdiction a priori? Alors, on va revenir rapidement sur les Exactement. propos de Retailleau parce qu'il dit plusieurs choses. Donc, il dit effectivement que l'état de droit, donc nos libertés fondamentales, sont en fait facultatives. Ouais. C'est-à-dire, au gré des besoins du moment, elles vont plus ou moins se restreindre, voire disparaître. Donc ça, c'est le contraire de l'état de droit. Il n'y a pas deux états. C'est soit l'état de droit existe, soit il n'existe pas. Oui, Et vous si... avez répondu, vous avez réagi sur X, je vous cite, cela signifie la fin des libertés publiques et de l'état de droit. Ah oui, parce que l'état de droit, c'est de dire, quelle que soit la situation politique, il y a des principes qui sont intangibles. Mhm. Et ils résistent au temps et aux crises. C'est la condition sine qua non. Si vous considérez que l'état de droit euh, fonctionne par éclipse, c'est-à-dire par moment, quand on Ouais. en a envie, bah, il n'y a pas d'état de droit. Ouais. C'est la condition sine qua non pour qu'on soit dans une démocratie. J'en doute de plus en plus, hein, je ne vais pas vous mentir, et qu'on soit dans un État qui est capable de garantir nos libertés publiques. C'est ça aussi l'état de droit, c'est de dire l'État est le garant de vos libertés. Et parce Mhm. qu'il est le garant de vos libertés, le contrat qu'on va passer entre nous, c'est que vous allez aussi avoir des restrictions de ces libertés. Parce qu'elles ne peuvent pas être absolues si on veut que les libertés des autres puissent exister. Donc là, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, c'est la liberté de l'un s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc c'est le contrat social tel que défini par Rousseau qui nous dit l'état de droit, c'est la nécessité de consentir des restrictions de liberté pour justement permettre leur existence. Et là, on est en train de nous dire, bon, bah, vous aurez pas forcément de sécurité. On l'a vu avec les derniers événements et cette jeune étudiante là, qui a été massacrée. Philippines. Ouais. Philippines, exactement, pour ne pas la nommer. Et en plus, vous n'aurez plus de liberté. Donc, face, il gagne, pile, on perd. Donc, on est vraiment les dindons de la farce. C'est-à-dire que l'état de droit et les garanties des libertés fondamentales ne vaudraient finalement que pour une élite qui va, bien entendu, utiliser tous les stratagèmes possibles pour se maintenir au pouvoir et qui, à mon sens, aujourd'hui, reconnaît que d'une part, l'état de droit n'est plus, et reconnaît d'autre part qu'il va utiliser le droit pour restreindre nos libertés et pour nous soumettre à des mesures qui sont totalement arbitraires. Parce que c'est ça aussi l'état de droit. L'état de droit, c'est de dire les règles du jeu vont pouvoir changer en cours de jeu. Ouais, en d'autres termes, on fait ce qu'on veut, c'est ça. En fait, on réécrit les règles du jeu Bah, pour... c'est-à-dire, voilà, normalement, l'état de droit protège contre l'arbitraire. C'est-à-dire que c'est une espèce de norme fixe, c'est universel. Là, Retailleau avoue que pendant le Covid, on l'a mis entre parenthèses. C'est pas ce qui nous a été dit à l'époque. Moi, vous savez, ça m'a toujours fait rire. Il y a des journalistes qui me posaient la question suivante. Est-ce qu'il y a des restrictions de liberté en raison notamment d'un certain nombre de mesures prises pendant la crise sanitaire? Donc là, je me disais, si on est à ce niveau de question, c'est qu'on n'a vraiment pas compris. Parce que la question n'est pas de savoir s'il y a des restrictions de liberté, puisque, rappelez-vous, la plupart des textes commencent, les décrets, commencés par les mesures restrictives de liberté. Donc, Bien sûr. c'est marqué dans le titre. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc, la question, elle n'est pas de savoir s'il y a des restrictions de liberté. La question était de savoir, est-ce que c'est justifié? Parce que si c'est juste parce qu'il y en a un qui a pris son doigt mouillé, qui a pris le sens du vent et qui a dit on va faire comme ça, c'est pas justifié. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on peut faire mieux sans ces mesures? Et est-ce que c'est proportionné? Est-ce que sur toute la panoplie de restrictions qu'on avait, c'était la moins dommageable, la moins douloureuse? Toujours ces questions-là, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la position du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État depuis plus de 180 ans. Nécessité, proportionnalité, justifiée. Mais eux-mêmes ne l'ont pas respecté, cette analyse, Eh la ben plupart non, du parce temps. que ils l'ont pas respecté. Pourquoi? Et parce qu'en fait, le parti d'Emmanuel Macron, c'est le syncrétisme de la droite et de la gauche. C'est ce qui était dénoncé par le FN à l'époque, l'UMPS. Bon, c'est devenu une réalité. Qu'est-ce qui était intéressant dans ce bipartisme? C'était la garantie que les contre-pouvoirs existaient. Parce que justement, sur des grandes questions de liberté et de société, on avait deux courants politiques qui n'étaient pas forcément d'accord, qui étaient d'accord sur la finalité, la République, etc., mais qui n'étaient pas d'accord sur les moyens. Et comme on avait des contre-pouvoirs avec des personnalités politiques issues de bords politiques différents, on pouvait espérer, en tant que citoyen, avoir la possibilité d'éviter une tyrannie de la majorité. L'UMPS, incarné par Emmanuel Macron en marche, a fait qu'on s'est retrouvé avec un Conseil constitutionnel où entre un Juppé et un Fabius, on voit plus vraiment ce qui les sépare. Mm. Et donc on se retrouve qu'avec des gens qui sont d'accord entre eux.
Quand vous avez 10 personnes qui pensent la même chose, en réalité, vous n'en avez qu'une. Donc, il n'y a plus de contre-pouvoir. Et s'il n'y a plus de contre-pouvoir, bah, ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation effective des pouvoirs. On se retrouve dans une sorte d'oligarchie dans laquelle on a une caste politique qui représente ses propres intérêts et qui va gouverner au nom du peuple. Je pense on l'a vu aujourd'hui avec le gouvernement Barnier. Le gouvernement Barnier, c'est quoi? C'est un crachat à la figure. Mhm. C'est en fait, vous savez pas vraiment ce que vous faites, donc on va vous expliquer, vous, pauvre gueux, ce qui est bon pour le pays. Et donc vous ne le saviez pas, mais en fait vous avez voté pour un gouvernement de droite qui, aux dernières élections, représentait 5%, c'est-à-dire seulement eux-mêmes. Donc on est vraiment dans un déni de démocratie et on est vraiment là au firmament où, en réalité, l'état de droit est devenu un paillasson sur lequel nos politiciens s'essuient et dans la plus grande indifférence, puisque vous avez vu, ça n'a pas provoqué de tollé Non. national et très peu de personnes ont réagi à ce qui a été dit parce que c'est quand même très inquiétant de savoir que l'état de droit va pouvoir varier en fonction des besoins politiques du moment. D'autant que les frontières de l'UMPS, comme vous dites, de l'époque, se sont élargies entre-temps, puisque au Parlement, si on regarde l'épisode Covid et puis ce qui se passe en ce moment, ça englobe même l'ancien FNRN, par exemple, qui est maintenant englobé dans le Oui. truc, puisqu'ils ne réagissent pas. Pendant le Covid, ils n'ont pas réagi. Ils ont même, je rappelle, traité nos manifestations de dinguerie. Hein, ça, j'ai jamais oublié. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de, il y a un refus de voter ni la destitution de Macron, ni la motion de censure même du gouvernement. Donc, on voit que les frontières de l'UMPS. Et le deuxième phénomène aggravant, c'est que vous avez au-dessus l'Union européenne qui pousse quand même à ce que ce gouvernement aille dans un sens et un seul et à tuer toute forme d'expression pluraliste ou de démocratie. Euh, donc, je reviens aux réactions possibles de la population française. S'il y a des manifestations qui veulent s'organiser, qu'elles sont interdites a priori, parce qu'ils sont capables de tout aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire, vous l'avocat? Qu'est-ce que vous nous dites? Il faut faire quoi? Un référé? Il faut toujours se défendre. Bah, de toute façon, il faut utiliser tous les moyens qui sont à notre Oui. disposition, Ce sont dans le respect de lesquels? la légalité. Dans le respect de la légalité, bien entendu, ce serait quand même Oui. dommage Alors, ce d'aller sont donner le lesquels bâton pour se faire battre. ces moyens pour ceux qui connaissent moins les choses? Bah, moi, je sais qu'en matière de réseaux sociaux, par exemple, on peut faire Ouais. passer des messages très sympathique de manière subliminale. Je Mhm. pense à une émission d'Idriss Aberkane où il part sur une métaphore d'une société dans laquelle, en réalité, il est en train de parler de Pfizer et il nous explique tout ce que, dans ce monde idéal, serait fait si on voulait soumettre la population et lui infliger un certain nombre de dégâts. Je pense qu'on aura de plus en plus recours à ce type d'allégorie. Mais comme Jean de La Fontaine à l'époque, lorsqu'il fait les fables de La Fontaine, c'est une critique de notre société. Bon, c'est pas nouveau la censure, les restrictions de nos libertés fondamentales. Il va falloir juste être un peu plus malin. Et puis, les manifestations, bah écoutez, elles ont le mérite d'exister. Quand vous avez une manifestation sauvage, il n'y a pas de représentant de qui a organisé la manifestation. Donc, il sera toujours possible de manifester et de décider au dernier moment de l'endroit où vous irez. Ils nous pousseront simplement à agir de manière beaucoup plus insidieuse, c'est-à-dire sans forcément déclarer à l'avance, sans forcément établir un plan de déplacement. Et finalement, plus personne ne sera responsable de la manifestation et on manifestera quand même. Sachant que, alors, je vous suis sur les réseaux sociaux, bien sûr, parce que, donc, en fait, vous nous appelez à être malin et s'adapter par rapport au système, ce que chacun fait déjà intuitivement, mais c'est vrai qu'on va être de plus en plus obligé de le faire, c'est quasi de la clandestinité, hein, toute cette affaire. Mais sur les manifs, ce qui me frappe, c'est que vous avez presque renoncé à considérer que c'était utile de faire un référé devant le tribunal administratif quand ils interdisent une manif. Non, Vous ne croyez plus, en fait. je pense qu'il faut le faire systématiquement. D'accord, quand même, ouais. Encore une fois, pour avoir discuté avec certains de mes confrères récemment là, sur des problématiques de droit routier, un autre sujet, mais quand même où les libertés fondamentales sont souvent en jeu, ce que j'ai retenu de mes échanges avec des confrères plus expérimentés que moi, c'est que pendant 10 ans, ils martèlent un argument. Ils le Mhm. martèlent, ils le martèlent, ils le martèlent. Et au bout de 10 ans, ils finissent par avoir une décision intéressante qui va dans leur sens et qui, en réalité, va commencer à égrener et Mhm. semer une idée dans celle des magistrats. Pourquoi? Parce qu'un magistrat, il a quand même plus facilement tendance à suivre les décisions qui ont été rendues par d'autres magistrats. Mhm. Et donc, la conclusion qui en est revenue, c'est il ne faut jamais céder. Mhm. Il Bien sûr. faut maintenir l'état de droit, il faut tenir le droit.
Et donc, forcément, il faut insister et persévérer. C'est la raison pour laquelle, dans mon cabinet, j'attaque systématiquement toutes les mesures restrictives de liberté, hein. Dès qu'il y a un texte extrêmement liberticide, nous l'attaquons. Maintenant, il ne faut pas faire espérer ce qui n'est pas raisonnable. Évidemment que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais pour autant, il faut le faire. Ça Faut fait le faire. partie des actions indissociables. Donc oui, quand vous avez une interdiction de manifester ou que vous avez une manifestation statique, ça c'est aussi à la mode. En d'autres termes, on vous cantonne et on vous assigne à une place. Très souvent le cas, ça. Oui, Il de faut plus en plus. contester. Il faut systématiquement contester. Et encore une fois, vous savez, on va revenir sur la thématique des manifestations. Mm. Vous aviez alors j'ai plus le terme, peut-être que vous l'avez, lorsque les manifestations étaient encerclées. Vous avez Ouais. la technique La de la... NAS. La NAS, oui. Bon, la NAS, c'est quand même une technique donc, de manifestation qui a été mise en place par les forces de l'ordre, qui a été condamnée, qui a conduit à la Mm. condamnation de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mm. Alors, ça n'a pas forcément mis fin dans les faits à cette pratique, mais mine de rien, ça envoie quand même un message. Mm. On est dans un régime de démocratie autoritaire dans laquelle, effectivement, on a un pouvoir qui ne respecte pas nos libertés fondamentales. Et de le voir écrit noir sur blanc, ça envoie aussi un message à l'international. Et à un moment donné ou un autre, bah, ce pouvoir, on aura des arguments à lui opposer pour dire il est temps de partir. Et Non, mais c'est derrière, intéressant et c'est très bien de jamais renoncer. Ce que je vois dans vos propos, c'est que vous dites la première chose, il faut persévérer. Je partage cette philosophie. On avait d'ailleurs, on n'était pas sur le même recours, mais on avait attaqué, vous comme moi, le pass JO. tout à fait. On a été d'ailleurs les deux, les deux à attaquer. Enfin, vous, c'était pour l'Association de défense des libertés fondamentales, c'est ça? Tout à Et fait. nous, les patriotes avec VIA, et ça n'a pas malheureusement fonctionné. Mais je pense que c'était très important de le faire et de développer des arguments et d'obliger la partie adverse à montrer Ok. Tout à fait. D'ailleurs, son hypocrisie. vous faites bien de me lancer sur le sujet, puisque nous sommes en train de préparer le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord, ok. A été validé par le bureau de l'association et donc on a je crois, jusqu'à mi-novembre pour déposer ce recours. Donc on est en train de le préparer et donc on va aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Moi, je vois quoi? Je vois la technique de la NAS qui est finalement censurée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui condamne Mhm. la France pour Mhm. avoir eu recours à ce dispositif. Pour moi, je vois tout à fait une décision similaire en matière de traitement des données personnelles et de droit à la vie privée familiale, en raison bah, de toute la collecte des données qui est intervenue pendant le pass JO. Pass JO qui est redoutable aussi sur le plan économique, hein. Je sais pas si on en a très peu parlé. C'est vrai. Je sais qu'aujourd'hui, j'accompagne moi des commerçants qui ont été impactés justement par le pass JO. Moi, je vais demander une indemnisation. Alors, vous allez me dire, ah, déjà, les finances publiques étaient quand même pas en grande forme. Moi, ma position est de dire, il y a déjà 3 000 milliards de dettes, qu'il y ait quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros qui soient versés à un commerçant qui a subi, à juste titre, des préjudices. Il n'y a pas de raison qu'il assume plus Non, ses mais, conséquences de la sorte. de toute façon, il y a pas de, on a rien on n'a pas à avoir peur, puisque je signale que tous les mois, on fait des chèques de plusieurs milliards à l'Ukraine, par exemple. Voilà. Donc, Voilà. on pourrait, par exemple, puis la contribution au budget européen, qui va encore augmenter de 2 milliards l'an prochain, alors qu'on est déjà en déficit de 15 milliards par an sur cette affaire. Donc, non, on n'a pas à rougir là-dessus et Je fais la déculpabilisation parce que il ne faut pas culpabiliser, bien l'État n'est déjà pas voilà, en grande forme sûr. Ouais. financière. Si Non, on non, mais fait des des recours économies à illimités, faire, il y en a si on veut, hein, mais elles ne seront pas faites. on est d'accord. Puis moi, surtout, le message que je veux envoyer, c'est quand vous demandez une indemnisation, ça commence à chiffrer le coût d'une mesure. Et quand on a un rapport, parce qu'à un moment donné, les parlementaires font quand même leur travail. Il y a un rapport d'évaluation à la fin. Bon, on regarde le coût de la mesure. Non, mais ils sont censés le faire. Mais il faut qu'ils le fassent. Et je sais que certains le font. Oui. Et quand vous avez un rapport d'évaluation d'une politique publique, il y a derrière le coût. C'est quoi le coût de la mesure? Ouais. Si on passe JO derrière, on s'aperçoit qu'en fait, ça a placé en difficulté beaucoup d'entreprises. Que derrière, il y a eu des condamnations avec plusieurs centaines, voire peut-être des millions, encore une fois, ça dépend des activités. Évidemment que ça fait partie du est-ce qu'on rétablit ou pas cette mesure? Parce que si financièrement ça nous impacte, peut-être qu'on la rétablira pas. Alors, c'est pas les libertés fondamentales ici qui vont être en jeu, c'est juste que Mmh. l'État va se dire ça va nous coûter un fric fou, donc on va pas le faire. Et Mais là, c'est l'argent, c'est l'objectif. L'argent, ça parle à tout le monde. Donc, des politiciens responsables se diraient, cette mesure nous a coûté de l'argent, les condamnations se sont élevées à temps, donc on rétablira pas cet outil. Et c'est ça, pour moi, le travail de longue haleine qu'on doit mettre en place. c'est vrai que c'est bien de trouver des biais pour essayer de pousser dans la bonne direction. Puisqu'on parle des JO, de manière très surprenante, et je le dis ironiquement, Retailleau et même Barnier, en fait, dans son discours de politique générale, a confirmé
le maintien de ce qui était prévu par la loi de 2023, la loi Jeux Olympiques, notamment la vidéosurveillance algorithmique dans l'espace public, qui est le dernier échelon avant la reconnaissance faciale dans l'espace public, qui pose déjà beaucoup de problèmes en termes de liberté publique. Et évidemment, on nous avait dit que c'est transitoire, c'est juste pour les JO, comme soi-disant les futurs impôts qui vont arriver seront transitoires au passage. Et évidemment, on nous dit bah, c'est bon, ça a fonctionné, donc on va le maintenir. Bon, surpris, je pense que vous n'êtes pas surpris. Et vous avez réagi sur X à ça en mettant le pass citoyen, ça c'est intéressant, est en marche, c'est leur projet. Qu'est-ce que vous avez voulu dire aussi par là, par pass citoyen? Enfin, je vous laisse réagir à cette affaire. Bah oui, sur la vidéo algorithmique, j'avais parlé dans une émission sur ma chaîne YouTube de la vidéoprotection. Et déjà, les termes sont importants, Ouais, vidéoprotection, pas vidéosurveillance. ouais. Et j'avais déjà expliqué qu'à l'époque, on est en train donc d'élargir la vidéoprotection dans l'espace public. Et un certain nombre de textes ont prévu que la vidéoprotection pouvait être utilisée pour certains délits, pour certains crimes, afin d'identifier des auteurs de ces infractions, mais également pouvoir prévenir un certain nombre de désordres publics. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, on est sur de la sécurité, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça s'entend. En tout cas, pour le citoyen qui se dit un État qui est bien intentionné, qu'il ait des outils pour pouvoir lutter contre la Oui, délinquance, après tout, ça s'entend. En tout cas, on peut le comprendre. Là où ça devient problématique, c'est que dès lors que vous offrez encore plus à un régime tyrannique comme celui dans lequel nous sommes, des outils qui peuvent contenir en eux tout le terreau pour pouvoir abuser de nos libertés publiques, pose un problème. Parce que quand vous permettez à de la vidéoprotection d'exister dans l'espace public, vous allez offrir la possibilité aussi au pouvoir public d'utiliser ces mécanismes pour des infractions qui n'étaient pas prévues par les textes. Toujours la même chose, on prévoit juste dans des cas très limités, ce sera exceptionnel. Ouais, on présente la petite popote en se disant ça va passer parce que c'est toujours restrictif de liberté. Et on dit, voilà, c'est que pour des cas exceptionnels, attention, on va quand même pas commencer à utiliser ça pour tout et n'importe quoi. Et puis on se retrouve pendant la crise sanitaire où là, effectivement, l'état de droit, bon, c'est pas le curseur qu'on a changé, hein, on s'est assis sur l'état de droit, il n'y avait plus d'état de droit. Et on va dire, quand on a des manifestants qui ne portent pas le masque en extérieur. On va rappeler une super mesure très efficace qui a bien fonctionné d'ailleurs. On n'a pas de rapport d'évaluation sur l'efficacité, mais bon, apparemment, ça a bien fonctionné. Euh, on va leur distribuer des contraventions uniquement grâce à la vidéoprotection. Bon, c'est totalement illégal. Pourquoi? Parce que c'est pas prévu pour les contraventions. C'est mhm. prévu pour les délits, pour certains délits, et c'est limitatif. Donc en dehors de ces textes, en dehors de ces infractions, il y a point de salut. Pas de possibilité de pouvoir utiliser la vidéoprotection. Donc là déjà, on a un dévoiement de cet outil, comme de par hasard, j'ai envie de dire. Ensuite, on se retrouve dans une situation où le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, on voit bien qu'ils appartiennent à un autre monde. Parce que ils vous disent, ouais, bon, ok, d'accord, après tout, il y aura peut-être des abus. Allez. Mais le citoyen aura la possibilité de saisir le juge et donc de rétablir l'état de droit. Tout va bien. Donc tout va bien. Sauf qu'il oublie une chose, c'est que pour 135 euros, on ne prend pas un avocat. Mhm. Et que pour faire du droit, il faut avoir un minimum de compétences. Ça reste un métier jusqu'aux dernières nouvelles. Alors l'IA peut faire des choses un peu extraordinaires, peut-être qu'on en parlera. Mais en tout cas, aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde ne peut pas aller devant un juge et puis dire, voilà, je ne suis pas d'accord avec la contravention que j'ai subie parce que le texte du Code de la sécurité intérieure ne prévoit pas cette infraction. Là, vous voyez, ça paraît très simple, mais c'est un métier. Donc, le citoyen lambda, il va se dire, bah, je vais payer mes 135 euros d'amende et puis bah, tant pis. Et dans l'histoire, en fait, c'est l'état de droit qui est fracassé. Parce qu'en réalité, le citoyen, il n'a pas forcément les moyens de se prendre un avocat. Et le citoyen, il n'a pas forcément Mais, la possibilité à chaque fois de contester devant un juge. mais Et ça, ça, David, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel le savent bien. alors, Euh, ils le savent c'est bien, de la mais fausse naïveté, là. C'est de la fausse. je pense qu'il y a deux choses. Ils se disent après tout, ouais, c'est dégueu. Voilà, je pense qu'ils se disent ça, Mhm. c'est la France d'en bas. On fiche, ouais, c'est bon, c'est pas intéressant. Et après, je pense qu'ils se disent aussi, vous savez, l'esprit humain ne peut concevoir que ce qu'il connaît. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez jamais été pauvre, si vous n'avez jamais manqué d'argent, vous ne pouvez pas comprendre ce que ressent un citoyen, que moi je peux voir parfois dans mon bureau, et qui vient me voir et qui me dit, j'ai pas les moyens en fait, ni de Mhm. payer 135 euros, ni de vous payer la consultation.
et encore moins de financer un procès. Oui, parce que pour quelqu'un qui est payé au SMIC, 135 euros, c'est gigantesque. Bah, c'est quasiment un dixième de ses revenus. Donc, c'est pas suffisant pour dire je prends un avocat parce qu'il n'y a pas assez d'enjeux, mais c'est suffisamment dissuasif pour se dire bon, ok, je vais plus manifester, je porte mon masque, C'est ça. et tant pis, je sais pas si j'ai tort ou raison, mais dans tous les cas, moi, je vais me soumettre à la loi parce que financièrement, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Surtout dans une société dans laquelle nous sommes aujourd'hui où tout est payant. Regardez, aujourd'hui, on est sur cet ordinateur, on paye un abonnement Internet. On paye peut-être l'accès à la plateforme. On a des frais tous les jours. Donc, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez rien faire dans cette société. Et ils le savent très bien. Et ils en profiteront. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je pense que l'argent numérique va être un moyen encore plus facilement de contrôler les populations et de mettre en place justement ce fameux pass citoyen, C'est ça. c'est-à-dire un pass dans lequel vous et moi, nous ne sommes plus libres. Parce que si on n'est pas d'accord, on bloque vos comptes bancaires. Voilà. Si on n'est pas d'accord, si on représente un risque, si Oui, on c'est a du une crédit social. du crédit social, c'est complètement ça. Le pass citoyen, c'était pour ne pas dire crédit social parce que ça fait penser à la Chine, mais le pass citoyen, ça sera effectivement nos droits qui vont varier en fonction de critères subjectifs, évolutifs évidemment, qui nous permettront d'accéder à plus ou moins de services ou de pouvoir accéder notamment à notre argent qui n'est plus vraiment notre argent, c'est celui de la banque qu'elle nous met à disposition. Et ça, c'est ma grande crainte, parce que quand il y a un pass citoyen, il n'y a plus d'état de droit. Et qu'est-ce que nous a dit Bruno Retailleau? Eh ben, il nous a dit l'état de droit, je pense que c'est un vieux souvenir sur lequel il va falloir se moucher parce que c'est terminé. Alors, c'est intéressant parce que sur les manifs, nous, on a toujours constaté, on a y compris fait des manifs au moment où le masque à l'extérieur était obligatoire. Et vous vous doutez bien qu'il y avait peu de nos manifestants, à commencer par moi-même, qui le mettaient pourtant. Et nous, on a toujours constaté que quand les manifs étaient très nombreuses, ils ne faisaient pas appliquer Oui, Alors que pour les plus petites manifs, y compris qui ne bougeaient pas, rassemblés, où il n'y avait pas de défilé, effectivement, on a eu ce problème d'amende. Donc, ce qui laisse penser que la désobéissance, parfois, civile, quand elle est massive, si vous désobéissez seul dans votre coin, vous allez finir au cachot. Mais si c'est massif, ça a quand même une forme d'efficacité. C'est vous submergez un appareil d'État, en fait. et on va reparler d'une histoire très intéressante que j'ai évoquée sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps pour les soignants suspendus. Vous savez que j'en accompagne énormément aujourd'hui. Et je leur ai parlé de l'affaire Quiteas. L'affaire Quiteas, c'est extrêmement intéressant. Vous allez voir, c'est l'histoire hein, qui nous l'enseigne. C'est un monsieur qui est propriétaire en Tunisie d'un grand nombre de terrains à l'époque où la Tunisie était sous protectorat français. Mhm. Et il a malheureusement des tribus qui viennent s'installer sur son terrain. Le droit de propriété existe, en tout cas à l'époque il existait. Mhm. Et à juste titre, il saisit le juge en disant, je suis propriétaire d'un terrain, j'ai des occupants sans droit ni titre, je veux qu'on les expulse. La justice lui donne raison, comme elle vous donnerait aujourd'hui raison si vous aviez demain des personnes qui occupaient votre terrain, évidemment. Et il dit au préfet, bon voilà, j'ai une décision de justice, je veux qu'avec la force publique, bah, vous veniez expulser ces personnes de mon terrain. Le préfet refuse, et M. Cuiteas se retourne devant le Conseil d'État en disant, j'ai une super décision de justice, on reconnaît que je suis propriétaire, mais dans les faits, moi je suis exproprié, parce que j'ai des personnes qui occupent sans droit ni titre mon terrain. Le Conseil d'État va appliquer ce qu'on appelle un petit peu la désobéissance civile. Il va dire, oui, monsieur Cuiteas, vous avez raison. Vous êtes propriétaire et vous avez une décision de justice qui reconnaît ce droit avec la possibilité d'expulser par la force publique les personnes qui occupent ce terrain. Mais, Mhm. malheureusement, si on fait ça, si on vient expulser ces personnes, c'est la guerre civile. Donc, quand le préfet a refusé en disant ça va générer des troubles à l'ordre public, les conséquences seront plus graves que si je n'interviens pas, il n'a pas commis de faute. C'est la consécration de la désobéissance civile. Il dit, je Mhm. ne vais pas vous expulser parce que sinon ça va être la guerre civile, donc on ne va pas y aller. Et M. Quiteas a été indemnisé derrière. Mhm. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans ce qu'on appelle la responsabilité sans faute de l'administration, c'est-à-dire l'administration prend une décision parfaitement légale, mais comme vous en subissez un préjudice qui est quand même grave, vous avez droit à être indemnisé. Donc vous voyez, c'est extrêmement intéressant et c'est la consécration de ce que vous dites. C'est quand le rapport de force, il n'est pas en faveur de l'État, l'État n'est pas complètement fou, il ne va pas commencer effectivement à mettre des contraventions à 2000, 3000 ou 4000 personnes qui sont présentes. Et c'est exactement la même chose pour les soignants suspendus. S'ils avaient été massivement
dans la possibilité de résister à la suspension sans rémunération. Il n'y avait pas de suspension sans rémunération. On l'a vu aux Antilles, On l'a vu aux Antilles, et ça aurait été pareil en France. en Si, métropole, ouais. si les collègues avaient été solidaires, je peux vous assurer qu'il n'y avait pas de suspension sans rémunération, hein. D'ailleurs, on n'en parle pas, mais il y a des établissements qui ne l'ont pas vraiment appliqué, hein, parce qu'ils savaient que sinon tout le monde se barrait, hein. C'est vrai. La Totalement solidarité, vous vrai. avez raison, c'est important. C'est très, très, très important. Euh, oui, oui, c'est extrêmement important. Et je rebondissais parce que vous dites là, on accable l'honnête citoyen. Je sais que vous travaillez sur des dossiers en Nouvelle-Calédonie où là, au contraire, on ne fait rien pour des gens qui sont vraiment victimes de vrais criminels, délinquants qui mettent en danger leur vie. Et on laisse nos compatriotes, certains de nos compatriotes dans certains quartiers en Nouvelle-Calédonie, dans des situations terribles. Je voudrais la récompense à eux, parce que parfois ils m'écrivent effectivement en me disant parlez de nous parce qu'on est dans une situation terrible. Et là, l'État, le gouvernement les abandonne, peut-être avec des arrière-pensées derrière pour se débarrasser de la Nouvelle-Calédonie, la donner à la Chine ou aux États-Unis ou je ne sais quoi. On ne va pas rentrer dans ce débat ici, mais franchement, il y a des questions à se poser. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'on accable l'honnête citoyen et par contre, on ne protège pas de vrais criminels, des compatriotes en danger. Vous pouvez en parler un petit peu de ce dossier? Bah, c'est l'illustration de fort avec les faibles, faible avec les forts. C'est ça. Parce que en Nouvelle-Calédonie, on en parle très peu dans les médias, mais vous avez eu un état d'urgence sécuritaire qui a été mis en place en mai 2024. Ouais. Paris est passé complètement à côté de tous les indicateurs qui étaient dans le rouge et qui indiquaient qu'il y avait quand même un soulèvement massif, une contestation qui existait en Nouvelle-Calédonie. Et il a mis plusieurs semaines avant de rétablir une situation à peu près normale. Je dis à peu près normale parce que la situation n'est toujours pas normale. Mmh. Des couvre-feux, des fermetures administratives de certains établissements à certaines heures, l'interdiction de consommer de l'alcool sur l'île pendant certaines heures. Enfin, c'est quand même très restrictif. En tout cas, c'est pas l'état de droit. C'est pas Mmh. comme ça que ça devrait fonctionner. Et on a aujourd'hui, en fait, des personnes qui aujourd'hui ne sont toujours pas en sécurité, qui vivent donc dans un état de guerre civile permanent parce que c'est l'impuissance publique. C'est l'incapacité de rétablir l'ordre. Pourquoi? Comment? Peut-être qu'il y a effectivement des éléments que n'avons pas à notre connaissance, mais c'est quand même très inquiétant parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont capables, bah, si c'est vous, si c'est moi, de venir nous emmerder et concrètement d'utiliser le droit pour venir vraiment restreindre nos libertés. Mais à l'inverse, quand on a un groupe qui sème la terreur, et encore une fois, c'est pas le débat loyaliste ou indépendantiste, hein, on ne respecte pas l'état de droit, on ne respecte pas l'ordre public. Évidemment, On on met a, en danger la vie de certaines personnes, oui, tout et puis on simplement. met en danger, voilà, la vie de certaines personnes. Enfin, je suis sur plusieurs groupes sur Facebook de Calédoniens. C'est un état de guerre civile. Enfin, ils vivent des choses que vous et moi ne pouvons pas concevoir parce que nous ne sommes pas sur place. Et ça, c'est dramatique. Parce que quand on paye autant d'impôts, on devrait être dans un pays où tout devrait fonctionner correctement et dans lequel votre sécurité ne devrait pas être la question que vous devriez vous poser tous les matins. Et là, c'est exactement le cas pour les Calédoniens et c'est pas normal parce qu'on constate que l'État ne met pas les moyens où il faut. Il vient nous mettre de la vidéoprotection, il vient restreindre nos libertés publiques, mais il ne met aucun moyen pour nous assurer une qualité de vie à la hauteur de la contribution que chaque citoyen donne aujourd'hui pour les finances publiques. Est-ce que je peux faire un... Donc, vous travaillez sur des dossiers là-bas en Nouvelle-Calédonie, concrètement, Tout c'est à ça? fait. D'accord. C'est intéressant. On se tiendra informé auprès de vous, parce que c'est un dossier qui nous intéresse, qu'on suit de près. Moi, Avec les... ce que je veux, c'est faire condamner l'État en fait à Ouais. indemniser tous les Calédoniens qui aujourd'hui sont contraints soit de remigrer en métropole, soit de quitter tout ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui ne fonctionnent plus, qui sont sur le bord de la faillite. On a des personnes qui ont été obligées d'abandonner leur maison, d'abandonner leurs biens ou de les vendre à des prix bradés. Et c'est parfois les économies de toute une vie. Et aucun citoyen ne mérite de subir ça, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en Bien France sûr. métropolitaine. Jamais, aucun. Et donc, il faut rétablir l'état de droit et rétablir la justice. Ça peut passer, notamment par saisir le juge et confronter l'État face à ses responsabilités. Donc, il faut saisir un juge là-bas, c'est ça? Tout à fait. Vous avez un tribunal administratif en Calédonie. Vous avez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en droit administratif, c'est une procédure écrite, hein. Je ne vais pas Mm. me déplacer en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas Mm. d'intérêt pour l'audience. Quand vous vous présentez à l'audience, le jugement est déjà rédigé 15 jours avant. Et en Mm. réalité, ce qui compte, c'est la qualité de vos écritures et toutes les preuves que vous allez verser. Donc, moi, j'ai beaucoup de dossiers en Martinique, à l'île de la Réunion, aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, j'interviens partout en France, même si je suis basé à Montpellier. En réalité, 90% de mon activité est en dehors de Montpellier. Et c'est vraiment la force de cette matière, c'est de dire, je peux prendre l'avocat que je veux
où qu'il soit en France, parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est d'avoir l'avocat qui connaît le sujet et qui maîtrise les règles de droit, plutôt que l'avocat qui est à côté de chez moi, mais qui comprend rien à ce qui se passe. Ouais, donc dès qu'on a un sujet, notamment sur les libertés, etc., il faut qu'on pense à vous. Oui, bah c'est mon slogan, hein, la Euh, défense de vos libertés fondamentales. La défense de vos libertés fondamentales. Et c'est très important et c'est bien d'avoir des avocats qui se battent avec autant de conviction. Euh, Deux poids, deux mesures, bah, je rebondis un petit peu sur ce qu'on vient d'apprendre hier. Enfin, quand on a enregistré cette vidéo, en tout cas, c'était hier. Le professeur Raoult en appelle devant la chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins, condamné à 2 ans. Alors, il est en retraite. Mais enfin, bon, quoi qu'il me semble que les médecins en retraite peuvent encore normalement faire des prescriptions pour leur entourage. Donc, je pense que ça va quand même avoir un impact pour lui, malgré tout, minime, mais quand même. Mais c'est surtout infamant et c'est un signal envoyé à d'autres. 2 ans d'interdiction de médecine pour un grand professeur, enfin, c'est complètement hallucinant, alors qu'il n'avait quasiment rien eu en première instance, un simple blâme, sans conséquence, pour les mêmes faits pourtant. Et à côté de ça, on voit des médecins qui ont raconté n'importe quoi à la télévision, qui ont insulté notamment le professeur Raoult, mais aussi les non-vaccinés, qui les ont menacés de plus les prendre en charge aux urgences, qui était quand même un terrible pour un médecin, et qui ont dit plein de bêtises sur les 95% d'efficacité, sur les effets secondaires, sur le confinement, etc. Eux, rien. Comment on fait pour remettre là de la justice dans ce grand désordre et cette grande injustice? La décision du professeur Raoult, on n'est pas dans le dossier, je parlerai sous réserve des informations qu'on a, mais effectivement, c'est important de le préciser. Nous ne sommes pas dans le dossier, donc il y a forcément des éléments que nous n'avons pas. Mais c'est Là, le jugement, en tout cas, on le connaît. ouais. On connaît les gens, mais voilà, on sait pas, on n'a pas les pièces du dossier, on ne connaît pas l'argumentaire qui a été C'est vrai. développé, et les arguments, c'est une synthèse hein, de ce qu'on peut voir. C'est le triomphalisme du dogmatisme. C'est-à-dire que j'avais encore une cliente hier avec qui je discutais qui me dit, mais attendez, quand même, quand je suis contaminé par la Covid-19 et que je me retrouve avec la preuve que j'ai un taux d'anticorps dans mon sang, je devrais me voir reconnaître un certificat de rétablissement. Et je dis oui, dans un monde normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? On vous a dit, pendant le Covid, si vous ne rapportez pas la preuve par le PCR et le résultat de celui-ci que vous êtes contaminé, point de salut. Parce que ce qui compte, c'est plus la rationalité, c'est le dogme. Dans le Covid, la grande difficulté qu'on a eue, et aujourd'hui on le voit parce que ça se reproduit à d'autres niveaux, c'est que en réalité, nous ne raisonnons plus sur les mêmes règles. Dans un État normal, 1 000 milliards de dettes, vous avez assisté à la conférence d'Idriss Aberkane, vous réalisez quelques investissements et vous réussissez à générer quelques revenus. Dans un dogme qui est de dire c'est de l'argent magique et quoi qu'il en coûte, on va arroser tout le monde, évidemment, on ne réfléchit plus comme quelqu'un de rationnel et on ne fait plus les investissements que un bon père de famille devrait faire et un bon gestionnaire devrait faire. C'est pareil pour les libertés fondamentales. On pourrait se dire qu'on serait capable d'avoir un système où il y aurait plus de justice, plus d'égalité, plus d'équité, plus, en d'autres termes, un état de droit. Et finalement, c'est pas le choix qu'on fait. Dans le Covid, c'était vraiment symptomatique parce que j'ai encore des personnes qui ont du mal à se dire, mais quand même, tout ce qui s'est passé, il y avait quand même de l'irrationalité dans ces mesures. Et pour le professeur Raoult, c'est le triomphalisme du dogmatisme parce que justement, on est en train de se dire, il y a deux poids, deux mesures. On a un grand professeur qui aujourd'hui a fait clairement montre qu'il était capable, dans une situation de crise, de proposer des solutions et en tout cas d'apporter des solutions différentes que ce qui était le consensus idéologique et scientifique. Et en parallèle, on a des médecins de plateau qui nous ont raconté tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, qui n'est pas vraiment en plus contesté parce que, encore une fois, aujourd'hui, avec la littérature et puis avec même les décisions de justice, on sait que le vaccin n'empêche pas la contamination, n'empêche pas la transmission. Donc On l'a su très là-dessus, tôt. on l'a su très tôt et c'est même plus contesté aujourd'hui. Et pourtant, les médecins de plateau qui ont soutenu le contraire, aujourd'hui ne sont pas poursuivis et en tout cas ne font pas l'objet de 2 ans d'interdiction. Donc c'est Il y en a quand inquiétant. même un, je rappelle, Marty, qui a dit qu'on avait des milliers d'années de recul. Ah, mais- On a oui, quand oui. même un ministre de la Santé qui a dit, alors c'est pas un médecin, mais c'est un ministre de la Santé, quoi qu'il est peut-être médecin, non, il n'est pas médecin, qui a dit qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Quand même, Oui, oui, qui s'interrogeait sur l'existence d'effets secondaires. contre sa propre administration d'ailleurs, qui déjà les minimise. Mais bon,
On a quand même eu cette histoire sur l'AstraZeneca formidable, selon Véran, alors qu'il a fini par être interdit. On a quand même eu l'histoire des 95%, c'est-à-dire qu'ils lisaient tous les communiqués de Pfizer en fait à la chaîne, c'est tout. Ils étaient Oui. juste là pour ça. Mais Pfizer et McKinsey, hein, les deux étant conseillés tous par c'est McKinsey, ça. Pfizer Toutes et les l'État français. insultes. Donc, Alors j'ai vu le professeur Raoul parfois répondre assez énergiquement parce qu'il a raison de se défendre, mais je ne l'ai pas vu avoir le niveau d'insulte. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu vraiment insulter quelqu'un. Je ne l'ai pas vu insulter quelqu'un. J'ai vu répondre fermement, mais j'ai vu par contre des gens en face insulter. On a reçu des insultes de médecins de plateau et des appels à ne plus prendre en charge. Ce que jamais n'a osé dire un professeur Raoult. Donc c'est hallucinant quand on y réfléchit. l'insulte est l'arme des faibles. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, je pense qu'on a tout dit. Mais pour le professeur Raoult, il est clair d'une chose, c'est que pour l'instant, l'opinion publique et les pouvoirs publics ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts à quoi? Ils sont pas prêts, en fait, de revenir dans le monde rationnel, dans la réalité dans laquelle nous sommes. Et parce que ce retour à la réalité, il sera trop dur. Mhm. Parce que beaucoup vont se dire, mince, j'ai été trompé. Je Mhm. me suis trompé. J'ai raconté n'importe quoi. Donc vous imaginez la difficulté dans laquelle on va se passer. Et c'est pour ça, moi, aujourd'hui, que j'explique à mes clients qui s'engagent dans des recours indemnitaires, on va pas partir sur le débat de c'était pas bien, le vaccin n'était pas Mhm. bien, ce qui s'est passé, c'était illégal, parce que si on parle là-dessus, c'est trop tôt. On est 10 ans en avance, c'est trop tôt. Mhm. Non, peut-être on reviendra là-dessus, on dira oui, c'était un scandale sanitaire, oui, vous aviez raison, et les vidéos qu'on fait aujourd'hui, on se dira, bah, il y avait quand même des gens qui étaient quand même pragmatiques. Mais c'est trop tôt aujourd'hui. Et la profession la décision du professeur Raoult, c'est ça. C'est en fait, on n'est pas prêt. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, il est effectivement interdit pendant 2 ans. Il y a un recours en cassation qui va s'ouvrir pour lui. Il verra ce qu'il en ressortira. La cassation ne permet pas de rejuger les faits. Donc, on ne va Mhm. pas se porter sur est-ce qu'il a commis des fautes et est-ce que ces fautes étaient des fautes qui justifiaient une telle décision. Donc, on va rester sur du droit. Donc, ça risque malheureusement d'être un peu décevant et je suis pas certain qu'on pourra faire casser cette décision. Mais il est clair, le tort principal du professeur Raoult, c'est d'avoir eu raison trop tôt. Ouais, ce qui est un temps très, très partagé, très courant, mais c'est vrai, en même temps, vous dites ils sont pas prêts. Bon, il est certain que la méga structure médiatico-politique n'est pas prête et ne veut pas l'être, d'ailleurs, ne veut pas être prête. Elle n'a pas intérêt à l'être, d'ailleurs. Sur l'opinion publique, c'est plus balancé. Il y a une bonne partie maintenant de l'opinion publique, quand même, qui a beaucoup progressé, qui a ouvert les yeux sur tous ces sujets, y compris parce que ça avance plus vite dans d'autres pays, hein. Il y a quand même des avancées en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni qui sont plus rapides qu'ici. Bien sûr. Mais en tout cas, peut-être que vous avez raison, c'est peut-être dans 10 ans, ou peut-être avant, on l'espère. Mm. En tout cas, c'est pour ça qu'il faut surtout ne pas lâcher l'affaire d'ici là. Parce que Non. ce travail, il doit se faire et il se fera que si on continue de se battre, d'informer, de réinformer et Moi, d'agiter l'opinion publique. ma stratégie, mais ça rejoint ce que vous dites, ça rejoint ce que je disais hier. J'ai une cliente qui me dit, moi, votre stratégie de dire l'État n'a pas commis de faute, mais on va regarder en fait uniquement la gravité du préjudice subi et l'indemnisation que j'ai derrière. Elle me dit, ça me convient pas parfaitement parce que je veux qu'on reconnaisse que l'État a commis des fautes et qu'il a violé mes libertés fondamentales. Bien sûr. Et ce que j'explique, c'est que l'important, c'est de gagner aujourd'hui. On Mmh. doit gagner. Et la première chose à faire, on fait indemniser. On vous indemnise. Dans 10 ans, ils s'excuseront. Et ils reconnaîtront qu'effectivement, ils ont fait n'importe quoi, que c'était un scandale et qu'ils vous ont maltraité dans 10 ans. Mais avant qu'on arrive à cette date-là, il faut que vous gagniez. Et c'est ça la stratégie, c'est de dire, on va tenir le droit. Tant pis si c'est pas par la grande porte, mais d'une manière ou d'une autre, on ira chercher ce scandale sanitaire, on ira le démontrer, on fera en sorte de changer le système pour que plus jamais ça puisse se reproduire, parce que là, on a vraiment une défaillance et une connivence des pouvoirs publics et des contre-pouvoirs, donc il y a un système à changer. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à tenir le droit et à mettre bout à bout les petits cailloux qui vont nous permettre de monter cet énorme mur qui va nous permettre de le fracasser sur ce monde idéologique dans lequel on nous a contraints d'aller, à savoir que l'état de droit est facultatif, à savoir que si on vous dit qu'un carré est un rond, vous devez croire que c'est un rond. Et ça, aujourd'hui, le professeur Raoult, il en a fait les frais, parce que malheureusement, il a dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas, à Mmh. savoir que ce qui s'était passé n'était pas normal. J'ai une dernière question, je vais vous laisser. Dans 10 ans, si c'est dans 10 ans, enfin vous dites ça dans 10 ans, pour l'instant on n'en sait rien, mais disons dans 10 ans, il y aura toujours, du point de vue du droit, une responsabilité pénale pour ceux qui ont été à la manœuvre. On pourra toujours aller les chercher.
Alors les politiciens, non. Vous ou savez, administratifs ou alors, ceux qui vont être politiciens? Bah oui, ou des responsables politiques, oui, bien sûr. ceux qui vont être responsables, les politiciens, c'est une juridiction d'exception pour les ministres. Donc, bon, ils vont être jugés par leurs copains. Bon, autant vous La dire. Cour de justice de la République. Moi, j'y crois pas trop, hein. Les juridictions d'exception, dans l'histoire de France, ça n'a jamais montré une très grande indépendance et impartialité. Donc, je pense pas que, à moins qu'on ait vraiment un changement complètement de paradigme et de système, pour moi, je pense qu'ils n'auront jamais aucune inquiétude. Fabius, avec le sang contaminé, en est une illustration. J'y crois pas. Mais il y a quand même eu un procès à un moment. Alors certes, c'était le verdict a été décevant, mais il y a eu un procès combien de temps après les faits pour le sang? Quasiment 10 ans après. Quasiment 10 ans. Effectivement, donc il peut quand même y avoir un grand procès du Covid dans quelques années. Oui, moi, je ne désespère pas là-dessus. Tant Ouais. qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, vous n'aurez pas de procès sur le Covid. Non, ça, je Parce crois pas non plus. que il tient tout le monde entre ses mains. Mais 2027 arrive, les échéants, bah, le temps va passer, ça va. Donc c'est pour ça que je dis 10 ans, peut-être un peu avant. Mais en tout cas, je pense qu'il y a besoin de ce délai-là pour qu'on puisse commencer à ouvrir un peu les vannes et que les langues se délient. Mais pour les politiciens, je pense que Véran ne verra jamais aucun tribunal et, à mon avis, ne sera pas poursuivi. Et s'il est poursuivi, c'est peut-être dans 10 ans et ce sera plus pour satisfaire l'opinion publique que pour véritablement le condamner, puisque les personnes qui vont être chargées de le condamner, s'ils s'aventuraient dans cette voie, ouvriraient aussi la possibilité que d'autres, et donc certains d'entre eux, puissent l'être également. Donc voilà pourquoi, moi, aujourd'hui, je ne pense pas que ces politiciens seront jugés. Sauf Et même si vous avez eu, dans 10 ans, un vrai bouleversement politique. sauf si on change les règles du jeu. Ouais. C'est ce qui s'est passé en 45, hein. Moi, je En pense qu'il ne faut 40. pas lâcher l'affaire, hein. Enfin, Il de faut mon pas point de lâcher. vue, hein. Mais- Il faut pas lâcher. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est pas parce que aujourd'hui on n'y croit pas que ça va pas tomber. Ouais. Encore une fois, des fois, je gagne des décisions, je gagne des procès. J'avoue que moi-même, j'y croyais plus vraiment. Donc, il faut pas lâcher. Emmanuel Macron, si on ne change pas la Constitution, les articles 67, 68 sont clairs, pas de responsabilité, il est irresponsable, donc rien ne va se passer. Il y a juste une procédure de destitution, mais qui est politique. Donc, si Ouais. nos politiques ne se mettent pas d'accord, il ne se passera jamais rien. Ouais. Donc, pour lui, à mon avis, il échappera à toute responsabilité. En revanche, Mais lui, on a d'autres dossiers sur d'autres sujets qui datent d'avant sa présidence. exactement. Donc là, on reviendra sur la jurisprudence Chirac, où effectivement, pour des faits qui se sont passés avant, il peut être condamné. Mais faut-il espérer que la justice soit un peu plus rapide qu'avec Chirac, puisqu'il était tellement vieux au moment où il a été jugé qu'on lui a dit, bon, on dispense de peine. Voilà. C'est quand même c'est quand même des deniers publics, hein, qui ont été détournés, donc Ah oui, faut oui. pas, Oui. voilà, Bah, faut pas Macron, il a exagérer. l'affaire Alstom, il y a une affaire en cours, hein. Oui. Il y a une instruction par le parquet financier, bon, ouverte en De 2019. toute façon, tant qu'il est au pouvoir, ça avancera pas, malheureusement. Ouais, ouais. En revanche, les directions, donc les directeurs, ceux qui ont pris les décisions au niveau de l'ARS, au niveau des CPAM, au niveau des administrations, eux pourront être poursuivis dans la limite de la prescription, puisque évidemment, ça va dépendre des infractions qui vont leur être reprochées. Et eux, par contre, oui, je pense qu'ils devraient s'inquiéter parce que, évidemment, avec notre confrère Claude Gruza, je pense qu'il a la détermination suffisante pour aller les chercher. Pour parodier un peu Vladimir Poutine, peut-être jusque dans leur chiotte, hein, puisque évidemment, il n'y a pas de raison qu'ils vivent tranquillement en paix après avoir fait ce qu'ils ont fait à nos concitoyens. Je pense notamment aux soignants suspendus, parce que ils se sont comportés comme les pires salauds. C'était vraiment l'état de droit devient finalement quelque chose de totalement lointain. Et on est dans un état collaborateur, hein. Là, vraiment, les mots sont forts, mais ils sont choisis parce que on va plus loin que ce que la loi nous demande. Et le but n'est même plus d'appliquer ce qui est juste et rationnel, c'est juste de mépris, c'est juste du mépris et d'écraser l'autre parce qu'on en a le pouvoir. Et le pouvoir, quand vous êtes un connard, et il faut utiliser les mots, malheureusement, ça vous fait tourner la tête et ça rend vos défauts encore plus forts. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, il faut surtout pas leur donner de pouvoir parce que ça devient les pires des tyrans. Pire des tiens, ouais, tout à fait. Bon, ben on va finir là-dessus. C'est quand même, ce sont des mots forts, mais ce sont des mots de combat. Merci beaucoup, cher maître David Guyon. Merci Florian. Vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle comment? David Guillon, avocat. On va la mettre en lien sous la vidéo. Allez la voir, allez vous abonner, et puis, ainsi qu'à tous vos réseaux sociaux. Je vous vois sur X notamment, hein, je le sais. Et puis, bonne chance pour tous vos combats actuels, qui se recoupent pas mal les nôtres. Et puis, à bientôt. Merci encore. À bientôt. Merci Florian, merci à tous. Merci à Maître David Guyon pour cet entretien extrêmement intéressant, concret. Et ce que j'aime beaucoup chez David Guyon, c'est ce sens du combat, la combativité, de réfléchir aussi à moyen et long terme pour comprendre les stratégies pour gagner.
On partage exactement cette vision-là aux patriotes. C'est pour ça qu'on est dans le combat. C'est pour ça qu'on ne lâche rien. C'est pour ça qu'on va de petite victoire en petite victoire. Et ça n'avance pas assez vite. On ne se désespère pas. Au contraire, on avance. Merci de partager la vidéo, pour ça de vous abonner ou réabonner à cette chaîne. YouTube, c'est très important, c'est le petit clic en dessous sur s'abonner à la chaîne. C'est un clic gratuit pour vous et plus vous êtes abonné, plus l'algorithme fonctionne, plus on touche des gens qui nous découvrent. C'est comme ça qu'on élargit les rangs de résistance. Merci beaucoup pour votre abonnement à la chaîne. C'est fondamental, ça aide énormément. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort automatiquement. Et c'est bon et pratique pour vous aussi. Justement, la combativité. On va se retrouver pour une méga manif nationale contre l'austérité, tout ce qui nous tombe dessus de folie parce qu'on est mis sous tutelle par l'Union européenne, où ils vont attaquer la santé, ils vont attaquer les retraites, ils vont attaquer les salaires, ils vont attaquer les services publics, ils vont attaquer tout, notre sécurité, tout. La mise sous tutelle par l'Union européenne, on va clamer Frexit, on va dire non à cette austérité folle, on va dire arrêtez de verser des milliards à l'Ukraine, à l'Union européenne, à tout ça, prenez des vraies mesures. Samedi 26 octobre, ça va être l'après-midi à Paris, je vous préciserai tout ça, mais retenez déjà sur votre agenda. Ça va être un monde fou, un grand défilé national, méga manif national contre l'austérité. Mais nous, on va au bout des choses, c'est-à-dire qu'on demande le Frexit. Voilà, on ne supporte plus tout ça, on n'acceptera pas tout ça, on n'acceptera pas d'être traité comme les Grecs l'ont été dans les années 2010. Notez-le, d'ores et déjà. Et évidemment, mais moi je vous appelle à vous battre et à venir maintenant. Voilà, si vous êtes d'accord avec tous les combats qu'on mène, il faut venir. Il faut venir. Si vous restez chez vous, on ne pourra jamais rien faire. Venez adhérer aux Patriotes ou réadhérer, le plus grand mouvement souverainiste de France. Largement, et défenseur des libertés. Ou faites un don au mouvement qui n'a pas d'autre source de financement, pas un centime de l'État, pas un centime public, pas un centime des banques, ni privé, rien. Adhésion, don à 100%. Et en plus, tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Vous mettez 30 euros, ça enlève 20 euros d'impôts. Vous mettez 6 000 euros, ça enlève 4 000 euros d'impôts. Vous mettez 6 euros, ça enlève 4 euros. Vous mettez, 50 euros, ça enlève 33 euros, etc. Vous avez compris. Comment on fait pour adhérer dès maintenant? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également commenté épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant. Et dans quelques secondes, un lien sur l'écran, vous choisissez. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tous les liens sont par ailleurs sur les-patriotes.fr. Formidable. Vous rejoignez une grande famille, une vraie famille, des belles valeurs de combat, de rassemblement. Et en faisant un don, par exemple, aussi, vous aider à faire plus d'actions concrètes, comme adhérer, réadhérer aussi. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!